Alors, nous reprenons pour la dernière session avec 4 présentations au lieu de 4, plus qu'Ariane Pinto n'est pas présente. Et, hein, oui, 3 au lieu de 4. Oui, c'est ça. Et nous commençons par Clément, que je remercie aussi particulièrement, puisqu'il m'a bien accompagné aussi dans la préparation de cette journée. Merci Clément, et à toi. Ça marche? Ouais, ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir vous présenter le travail que je réalise pendant ma thèse, dirigée par Ina Reich et Victor Edgens, et aussi encadrée par Myriam Evenot et Matthias Alfeld à l'université de Delft, et qui porte sur le mécanisme d'altération et la reconstitution numérique de la couleur du smalt. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le smalt? Le smalt, c'est un verre teinté au cobalt qui a été utilisé en céramique, en joaillerie, et entre le 15e et le 18e siècle, il a été utilisé broyé dans les peintures à l'huile en tant que pigment. Donc, c'est un verre qui est souvent potassique, donc on va retrouver du potassium, et suivant les minerais utilisés pour trouver le cobalt qui va colorer le verre, on va avoir différents éléments traces dans ce verre, notamment très souvent de l'arsenic, du nickel, du fer ou encore du bismuth. C'est un pigment qui est aussi connu pour s'altérer dans les peintures, qui va passer d'un bleu au jaune. Par exemple, dans cet exemple de la déposition du Christ de Ferdinand Storm, la robe de la Vierge au centre est peinte en smalt qui s'est altérée et qui donc n'est plus du tout bleu mais d'une couleur jaune-marron. Donc l'altération du pigment a été déjà étudiée et on connaît à peu près le mécanisme d'altération, ce qui est dû à un échange ionique entre le verre, les ions potassium du verre et des ions H+ qui viennent du milieu. Cet échange ionique va du coup entraîner le départ des ions potassium du verre qui va créer des déficits de charge autour des ions CO2+, qui sont responsables de la couleur. Et ce déficit de charge va entraîner une augmentation de la coordination du cobalt, qui va passer d'une coordination tétraédrique à octaédrique et qui va perdre sa couleur. Donc, l'objectif de la thèse va être double. Dans un premier temps, ça va être d'essayer d'identifier et de comprendre les facteurs extérieurs qui vont jouer sur l'altération du pigment. Et dans un autre temps, ça va être de proposer une méthode de reconstitution de la couleur d'origine des œuvres dans lesquelles le smalt a pu s'altérer. Donc pour ça, on a étudié différentes œuvres, notamment des œuvres allemandes de l'Alte National Gallery avec qui on travaille en partenariat. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude qu'on a pu faire sur une œuvre du Louvre qui s'appelle Femme faisant une libation ou Artémise, qui a été restaurée récemment aux ateliers de Flore et qui a été peint vers 1570 par un peintre anonyme de l'école de Fontainebleau. Alors la première chose qu'on a réalisée sur ce tableau, voilà, c'est un peu rapide. Voilà, ça a été de faire un scan de macro XRF pour pouvoir avoir une première approche de la palette utilisée par le peintre. Donc de cette cartographie, on a pu extraire différentes cartographies chimiques qu'on a pu comparer. Par exemple ici, la cartographie du cobalt, du bismuth, du nickel ou de l'arsenic, qui nous semblait montrer la présence de smalt. Comme je vous l'ai dit au début, ce sont des éléments qu'on retrouve dans du smalt. Mais on a pu aussi comparer la cartographie du plomb et celle de l'étain, qui semblait montrer qu'on avait aussi du jaune de plomb et d'étain, ou encore du vermillon vu la cartographie du mercure, des ocres avec le fer, ou de l'azurite avec la cartographie du cuivre. On s'est aussi particulièrement intéressé à la cartographie de l'arsenic, car dans les zones où on pensait où il y avait du smalt, on s'est rendu compte qu'il y avait des zones où l'arsenic semblait plus présent que dans d'autres zones. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, sur la figure d'en bas, on a tracé l'arsenic en fonction du cobalt, et on s'est rendu compte qu'on avait peut-être deux répartitions différentes. Et donc, on s'est demandé si on avait dans le tableau 2 types différents de smalt qui avaient été utilisés, ou si le smalt avait été utilisé de différentes façons. Donc, la première façon de répondre à cette question, c'est on a essayé d'obtenir des informations spectrales sur le tableau. Et pour ça, nous avons réalisé une cartographie hyperspectrale du tableau.
Et dans l'optique de vérifier un petit peu ce qu'on avait vu par le macro XRF, on a voulu réaliser une étude en angles spectraux. Et pour cela, on a dû choisir des références internes ou N-members sur le tableau. Donc cela, on l'a fait grâce aux informations visuelles qu'on avait du tableau, ainsi qu'aux cartographies XRF. Et donc, on a choisi deux N-members dans les endroits où on pensait avoir du smalt, un qui était plus riche en arsenic et un qui était plus pauvre dans les zones plus pauvres en arsenic. Et on a aussi regardé au niveau des autres pigments comme l'azurite, le jaune de plomb et d'étain et le vermillon. Donc voilà les résultats obtenus par le Spectral Angle Mapper. On s'aperçoit que pour la plupart des pigments, la répartition est assez correcte et concorde plutôt bien avec les résultats obtenus par macro XRF, notamment pour l'azurite, le vermillon ou le jaune de plomb et d'étain. Quelque chose d'autre qui était intéressant, c'était de se rendre compte que même si le smalt sur le tableau, les zones où il y a du smalt sur le tableau apparaissent très marron, on arrive quand même à retrouver globalement ces zones grâce à au Spectral Angle Mapper. Même si ça c'est très vrai pour le premier type de smalt qui a été tracé en turquoise et un peu moins pour celui qui est en vert où on a une plus grande dispersion, donc un petit peu plus d'erreurs. Autre chose intéressante, c'est que contrairement à ce que la macro XRF, les résultats de la macro XRF donnaient, les zones qui ont été attribuées au premier type de smalt qui était censé être pauvre en arsenic, en fait, on ne retrouve plus les mêmes zones ici par le Spectral Angle Mapper. Ce qui ne répondait pas du coup à notre question de base. Et du coup, on a voulu aller chercher un petit peu plus loin à une échelle un peu plus microscopique. Et pour ça, on a pu réaliser deux prélèvements sur le tableau, donc qu'on a monté en coupe stratigraphique, et qu'on a pu étudier au MEB ODX pour avoir la composition du smalt dans les deux coupes. Donc voilà un petit peu un bilan de la composition du smalt. On s'aperçoit que finalement dans les deux coupes qui viennent de deux zones différentes, une qui devait être riche en arsenic et une plus pauvre en arsenic, en final on a des taux d'arsenic qui sont globalement pareils, mais bien que très faibles pour du smalt. Donc l'hypothèse de deux types de smalt utilisés dans le tableau était à rejeter. Mais une autre chose intéressante, c'était quand on regardait les rapports entre le potassium et le cobalt, on s'apercevait que dans la première coupe, on avait plus de potassium que dans la seconde, donc dans le smalt de la seconde. Donc ça nous a permis de nous demander si finalement l'altération du smalt n'était pas, si l'altération du smalt était vraiment homogène dans le tableau ou pas. Ce qu'on a pu vérifier sur la ligne Puma du synchrotron Soleil en réalisant des spectres Xanes au seuil K du cobalt sur le smalt des deux coupes. Donc on observe déjà en comparant les spectres de référence de smalt qui n'est pas altéré à celui des coupes, on s'aperçoit déjà qu'on va avoir des grosses différences. On va avoir l'intensité du prépic qui va être beaucoup plus élevée pour le spectre de référence et l'intensité de la white line qui va être beaucoup plus faible, ce qui en fait montre le changement de coordination et donc qui montre qu'ici on est dans un cas où le smalt des deux coupes va être très altéré. Et autre chose intéressante, c'est de remarquer que sur le spectre du smalt de la coupe A, on va avoir une altération qui va être moindre que celle de la coupe B. Donc ça confirme l'hypothèse qui avait été donnée juste en regardant la concentration en potassium, excusez-moi, des deux coupes. Donc pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on avait cette différence en fonction de ces zones du tableau, on a regardé l'environnement du smalt et notamment on s'est intéressé au blanc de plomb. Et donc pour ça, on a réalisé des cartographies de micro-DRX sur la ligne des 13 à l'ESRF pour pouvoir observer la répartition des différentes phases du blanc de plomb, la cérusite ou l'hydrocérusite, dans les coupes. Ce qu'on remarque, c'est que l'hydrocérusite, elle est globalement majoritaire dans les deux coupes.
Et aussi que dans la coupe B, elle a l'air d'être, elle est plus présente que dans la coupe A, et le smalt y est plus altéré. Donc, ça nous a fait nous demander si le blanc de plomb pourrait jouer un rôle dans l'altération du smalt. Donc, finalement, pendant ce cas d'étude nous a permis de faire plusieurs choses. Premièrement, avec des techniques d'imagerie hyperspectrale ou de macro-XRF, on a pu obtenir un grand nombre d'informations sur le tableau et sur la palette du peintre, des informations qui vont être très utiles pour la suite quand on va commencer à développer les méthodes de reconstruction numérique de la couleur d'origine des œuvres. Aussi, on a pu réaliser des cartographies hyperspectrales avant et après la restauration aux ateliers de Flore, ce qui va pouvoir permettre de aussi étudier l'effet du jaunissement des vernis sur l'imagerie hyperspectrale. Et dans un second temps, les études sur le smalt, sur les grains de smalt qui ont été réalisés, nous ont... l'étude des coupes stratigraphiques ont indiqué qu'il semblait important de chercher quelle influence pourrait avoir le blanc de plomb sur l'altération, ce qu'on va commencer à faire via l'étude d'éprouvettes que l'on va faire vieillir, puis étudier via différentes méthodes. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Clément. Des questions pour Clément, j'imagine. Allez-y, allez-y, c'est les dernières présentations, à ce moment où jamais de poser des questions. D'autant plus que les orateurs suivants ne sont pas arrivés, donc on a vraiment tout le temps. Ah, oui. Océane. Je peux reprendre la question. Oui, alors Océane, du coup, me demande plus de détails sur nos idées pour créer une méthode pour évaluer l'état d'altération du smalt. En fait, c'était une phrase qui n'est pas forcément très claire. L'idée, ce serait, en même temps que l'étude des éprouvettes et le vieillissement des éprouvettes, utiliser notamment les spectres Xanès que l'on souhaite réaliser sur ces éprouvettes pour pouvoir créer une sorte d'étalonnage entre le spectre Xanès et la couleur d'origine du smalt pour pouvoir essayer de revenir à la couleur d'origine des grains de smalt en fonction du spectre Xanès. Voilà, si c'est plus clair. Ça permettrait de revenir à la couleur d'origine du pigment et après, via des méthodes de machine learning, pouvoir avoir une idée de la couleur d'origine des zones où le smalt s'est altéré dans le tableau. Parce que la granulométrie influe forcément en fait sur la couleur. Oui, la granulométrie aussi, c'est aussi des paramètres qu'il faut prendre en compte et les autres pigments qui sont présents. Bref, il y a beaucoup de... Et les liants ? Alors, on va aussi étudier l'influence. On veut aussi étudier dans les... Forcément. Oui. Parce qu'un pigment, ça ne tient pas tout seul. Effectivement. Mais ça va être aussi quelque chose qu'on veut prendre en compte dans notre étude d'éprouvettes en prenant en compte la nature du liant pour voir l'influence que ça a sur l'altération aussi. Donc vous êtes parti sur un joli plan d'expérience là quand même. Victor, Alexis alors peut-être quand même. Alexis, vas-y. Alors peut-être. Oui. Alors la question c'est est-ce que j'ai pu regarder si des images en multispectral pourraient du coup m'apporter plus d'informations, et j'avoue que pour l'instant j'ai pas encore pris en compte cet élément-là dans l'étude. Victor. Oui, par rapport aux deux types de smalt que tu as vu, peut-être c'est juste une question de profondeur de pénétration de XRF. Oui, c'est très possible, oui.
si tu peux reprendre la question. Oui, alors la question c'était au niveau de la cartographie MXIRF de l'arsenic pour cette différence qu'on avait pu voir. Et Victor proposait que c'était juste une histoire de pénétration. Et tu as répondu oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, on a voulu voir quand même ce qu'il en était.